Donc bienvenue sur ce live sur mieux gérer son temps pour être plus épanoui. Je vais me présenter, je m'appelle Aurélie Castis, je suis formatrice indépendante depuis septembre 2015 et avant j'ai été chef de projet. Donc j'ai beaucoup travaillé sur la planification et la gestion du temps. Et puis c'est devenu une autre problématique en étant entrepreneur. Et je ne sais pas si, voilà, si des entrepreneurs regarderont ce live, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient. Alors, pas que chez les entrepreneurs, loin de là. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'au début où je me suis mis à mon compte, j'ai proposé assez rapidement des formations en gestion du temps. Et et je pense que ça, c'était pas trop dans les problématiques. Et clairement, depuis l'année dernière, c'est des questionnements qui sont beaucoup plus forts, comme la sensation d'un monde qui s'accélère. Donc, je forme effectivement en gestion de projet, en gestion du temps, mais c'est pas l'essentiel de mon activité. Je forme essentiellement des formateurs au fait de devenir formateur, à la conception pédagogique, donc comment construire une formation qui puisse réellement atteindre les objectifs pédagogiques, développer des compétences, passer par le jeu et la pédagogie active. Je forme aussi à la formation à distance, puisque c'est mon premier métier. J'étais avant chef de projet dans le e-learning. J'aime beaucoup accompagner les formateurs sur l'évolution de leurs pratiques, sur la réflexion, sur le fait de s'outiller pour pouvoir proposer aussi des formations qui s'adaptent à l'heure actuelle. On a vraiment des modalités, des nouvelles modalités, pas que digitales, des modalités plus actives, mais aussi des temps de formation et des formations qui peuvent, en tout cas une certaine transmission qui peut se faire aussi comme ça par des lives, par des webinaires. Et mon objectif, c'est d'étendre plus ces différentes formes de transmission ou d'apprentissage parce qu'on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours le budget pour aller en formation. Et je pense que pour moi, en tout cas, c'est aussi tous ces éléments, ces conférences, ces stages, ces formations, ces livres que j'ai lus qui ont construit tout mon parcours. Euh, donc voilà, je forme des formateurs. Mon autre casquette, c'est la psychologie positive. J'ai un DU et d'autres formations en psychologie positive. Et c'est vraiment quelque chose qui est transversal à toutes mes formations. Donc je forme à la psychologie positive, je peux vous accompagner à le découvrir et à l'utiliser pour du coaching, pour justement bah, développer un certain épanouissement, mais aussi en formation de formateur. Donc comment la psychologie positive nous aide dans notre posture de formateur, nous aide à beaucoup mieux apprendre. Euh, et je l'utilise aussi en gestion du temps parce qu'il y a certains éléments qui nous permettent de mieux nous comprendre, de voir qu'est-ce qui pourrait être le plus efficace pour nous et de le faire dans le plaisir en fait. Je crois que ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'accompagnement au changement, c'est vous accompagner à changer et à trouver votre moyen pour changer, pour que ce soit un changement qui soit stable dans le temps. Tout apprentissage est un certain changement et puis bien sûr aussi cette notion de coaching, d'accompagnement qui permet de faire évoluer sa vie, avec pour moi la thématique qui me tient à cœur, c'est devenir capitaine de son navire, c'est-à-dire comment je construis la vie qui me correspond. Et c'est pas forcément la réussite qui est étalée sur tous les réseaux sociaux, c'est pas forcément des effets de mode. J'ai beaucoup aimé un post sur LinkedIn là récemment d'un salarié qui disait mais arrêtez de me dire que forcément c'est mieux l'entrepreneuriat. Et effectivement, moi je en fait, j'allais dire je promeus, non, je promeus pas l'entrepreneuriat. Pour moi, ça a été vraiment euh, une opportunité de m'épanouir et c'est quelque chose qui me correspond tout à fait. Mais je pense que ça ne correspond pas à tout le monde. Je ne crois pas du tout à la solution miracle pour tout le monde.
et on en discutera aussi par rapport à la gestion du temps. Et je crois aussi que j'avais pas trouvé un emploi salarié qui me correspondait suffisamment. Donc il y a de multiples facteurs. Donc voilà, pour moi, si je resitue aussi dans ce fait de devenir capitaine de son navire, la gestion du temps a un vrai impact en fait. C'est-à-dire que on a des vies qui sont bien remplies, surtout si vous êtes curieux, si vous avez un travail, des loisirs, une famille, beaucoup de choses. Avec les nouvelles technologies, on a beaucoup plus de possibilités, mais au final, on a l'impression de courir de plus en plus après le temps. Et je crois que presque étrangement, depuis la crise sanitaire, en tout cas moi je vois émerger beaucoup plus de demandes sur cette gestion du temps, sur mieux se réguler. Peut-être que ça a fait expérimenter pendant le confinement un certain ralentissement, et donc le plaisir de ça est que la réaccélération est moins acceptable. C'est peut-être ça. Pour moi, cette gestion du temps, je crois que j'ai vraiment cherché à comprendre et à adapter quand j'ai voulu mettre en place des projets importants dans ma vie et donner beaucoup plus de place à ses rêves et donc de moins subir, de choisir mes priorités. Et donc il me fallait dégager du temps aussi pour... j'ai repris mes études, j'ai fait une validation des acquis de l'expérience aussi, j'ai travaillé sur mon projet professionnel. Je pense qu'on a tendance à minimiser, j'en ai déjà parlé par rapport à l'apprentissage et la psychologie positive, on a tendance à minimiser le temps que prend un changement, que prend un apprentissage. Avec cette accélération et tout ce qu'on voit sur les réseaux, on a l'impression qu'on peut changer, faire une reconversion comme ça très rapidement parce qu'on n'est pas très patient. Je dis on parce que je m'inclus dedans. Je crois que j'ai commencé à me poser des questions, à me dire que je ne souhaitais pas travailler, faire le même métier, le métier que je faisais en 2006. Et j'ai monté ma boîte fin 2015, donc ça a été un processus, ça s'est pas fait du jour au lendemain. D'ailleurs aussi, ça n'a pas été noir ou blanc. J'ai eu une amélioration progressive. Déjà, j'ai trouvé plus de sens en allant à travailler à l'université, dans un service de pédagogie. J'ai continué à me former. Ensuite, j'ai commencé en 2012 à faire ce processus de VAE, puis reprendre mes études. Donc voilà, ça s'est fait progressivement et ça, je pense que c'est important aussi de voir qu'on va avoir que ça prend un certain temps. Un temps que j'ai besoin de dégager dans mon emploi du temps finalement un peu quotidien ou hebdomadaire. Si je veux monter un projet, je vais avoir besoin d'y consacrer un certain temps. Et que ça prend du temps sur la durée. Là aussi, ça s'organise. Parce qu'en fait, si on ne l'organise pas, quel est le principal problème? Souvent, c'est la procrastination. C'est que, on va voir, c'est ce qui arrive à nous sous forme d'urgence qu'on va prendre dans un premier temps et qui ne sont pas forcément ce qui est important, en tout cas ce qui va nous apporter du sens à notre vie ou qui va permettre de construire des projets véritablement importants. Et aussi se dire, pour moi c'est important qu'il y a des phases dans la vie et qu'on ne peut pas être tout le temps dans une dynamique d'évolution. Ça serait un peu, si on prend le parallèle par rapport à la nature, on ne peut pas être dans la saison du printemps tout le temps. Et dans votre vie, vous allez avoir des saisons de printemps où vous allez pousser, mettre beaucoup d'énergie dans vos projets. Et vous avez des temps comme l'automne ou l'hiver où vous allez devoir intégrer, vous allez devoir digérer, vous allez devoir peut-être vous replier un peu sur vous-même, faire moins d'activités.
Et tout est essentiel en fait au projet. Je crois, et moi j'ai été aussi beaucoup dans ça, mais on a tendance à trop valoriser l'action, voilà ce côté qui peut être représenté par l'entrepreneuriat. Et je crois que l'entrepreneuriat demande beaucoup d'énergie. Et il y a des phases où on a besoin de récupérer de l'énergie, où on va peut-être pas être toujours dans le développement de sa boîte. Il y a aussi d'autres pans de sa vie qu'on a envie de développer, et qu'un trajet de vie, ça peut être d'alterner aussi du salariat, de l'entrepreneuriat, de voir à quel moment je me développe dans la partie professionnelle ou dans la partie privée, ou des moments où je dois aussi peut-être gérer des choses de la vie, gérer des choses difficiles et digérer. Et j'en parle en connaissance de cause parce que mes premiers mois de l'année 2022 ont été particulièrement difficiles. Et, et voilà, à un moment donné, je crois que c'est ce sur quoi je souhaite démarrer. Il faut accepter que notre temps est limité. C'est maintenant la première diapo de mes formations en gestion du temps. Notre temps est limité, notre énergie est limitée aussi. Ça peut paraître très bête, et surtout de démarrer par ça. En fait, pourquoi ça me semble essentiel? Parce que ça fait des années que je travaille sur cette notion de gestion du temps, que je me suis outillée, que j'ai mis en place un certain nombre de choses, dont certaines que je vais vous partager ce soir pour optimiser mon temps. Ce qui m'a permis clairement de faire beaucoup plus de choses et de mettre en place beaucoup plus de choses. Ça, j'ai eu du mal à le réaliser, mais je le réalise en fait dans les échanges, dans les retours que l'on peut me faire, voilà, sur les projets, etc. Bref. Mais j'ai eu aussi la chance de prendre 8 mois off, et donc d'avoir cette sensation merveilleuse d'avoir tout le temps que je voulais pour moi, pour mes projets, pour avoir le rythme que j'avais envie. Donc le rythme naturel pour moi, c'est quand même de ne pas me lever aux aurores, ou en tout cas de ne pas être dans une contrainte forte, d'allier de la dépense physique, de l'activité physique et de la créativité, une stimulation intellectuelle. Et je me suis rendu compte que même comme ça, je pouvais être frustrée de voir le temps qui défilait, et que je ressentais malgré tout de ne pas avoir assez de temps pour faire tout ce que je voulais. Et c'était assez dur à reconnaître. Et en fait, je me suis dit, même en ayant tout le temps qu'on veut, enfin le temps déjà dans une journée, il est limité. Et on est dans cet espace-là, limité. Et en fait, c'est pas tellement que le temps est limité, c'est que plus on a d'envie, plus on trouvera ce temps limité. Et donc avec cette liberté de temps que j'avais, ça stimulait ma créativité, ça me permettait d'avoir cette curiosité, et donc d'avoir encore plus d'idées, de choses à faire, et donc là de me rendre compte que c'était sans fin, et que je pourrais toujours trouver que je n'ai pas assez de temps. Et finalement, je me suis dit que je préférais quand même avoir beaucoup plus d'idées, de projets, et que c'était plus stimulant pour moi, et que ça faisait partie de mon tempérament aussi. Donc vraiment, ce premier point, pour moi, il est important à transmettre. Après, je serais curieuse, je vous pose la question pour avoir le temps que ça arrive. Quelles sont pour vous vos principales difficultés avec la gestion du temps? Quelles réflexions, quelles difficultés vous rencontrez? Est-ce que c'est cette sensation de ne pas avoir le temps, ou est-ce que c'est d'autres choses?
pour moi, du coup, cette prise de conscience, vraiment, que le temps était limité, euh, m'amène au fil des ans, au fil du temps, à me recentrer sur mes priorités et à me questionner beaucoup plus souvent sur quelles sont mes priorités. Et pour moi, on touche là des priorités de vie, donc ça touche sur quelles sont mes valeurs, à quoi je veux consacrer mon énergie, donc mon temps et mon énergie. Parce que, alors moi je sais que je suis pas trop du soir, donc potentiellement j'ai du temps quand même, un peu de temps le soir, mais j'ai pas forcément l'énergie de faire. Je vais avoir l'énergie de faire certaines choses, mais voilà, donc c'est pas que une histoire de temps. Donc quelles sont mes priorités? Je sais pas si vous connaissez l'histoire, n'hésitez pas à me mettre les commentaires hein, donc sur vos difficultés. Ok, le temps nécessaire pour préparer une formation. Ouais, Marie, ouais, on va parler de ça. Donc n'hésitez pas à me mettre vos difficultés, vos commentaires, vos réactions en commentaire. Euh, Effectivement, en fait, il y a vraiment ça, cette sensation. Alors, ah ouais. Donc Stéphanie qui dit, et c'est vraiment quelque chose qui ressort souvent et euh, avec lequel je travaille moi-même, c'est que j'ai la sensation de ne pas avoir le temps, ce qui me crée un stress, une anxiété, une angoisse. Et ce qui est assez, et ça c'est un cercle vicieux, parce que à partir du moment où ce stress-là monte, je n'ai pas la clarté et la lucidité pour faire les meilleurs choix. Typiquement, je suis stressée parce que je suis en retard, il y a des embouteillages et donc je vais faire le mauvais choix en fait à ce moment-là, essayant de gagner du temps. Et ça, je l'ai observé récemment encore. Hein. Vraiment, ça fait des années que je travaille sur cette gestion du temps. Et quand je dis que je travaille sur cette gestion du temps, c'est s'observer, voir là où ça bloque, quelles sont mes pensées, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, ce lien avec le stress, il est hyper important. Et il y a une part de stress positif qui va m'aider à me concentrer, à mettre en place ce qu'il faut pour bien gérer mon temps. Ça, c'est nécessaire. Parce qu'en fait, alors là, pour le coup, ici, pareil, l'avoir expérimenté, si je suis dans le mode laisser aller ou laisser vivre, laisser faire, je ne vais pas faire les meilleurs choix pour la gestion du temps. Et là, et ça, je l'observe avec les gens que je forme, avec les gens avec lesquels je collabore. Je pense que si on ne s'impose pas une certaine autodiscipline sur certaines choses, on perd énormément de temps. Et pour moi, c'est des petits axes qui peuvent vraiment vous permettre de récupérer du temps. Le premier point, c'est ça. Et effectivement, c'est ce stress un peu permanent de ne jamais avoir assez de temps. Et donc, cette pression-là nous rend en fait plus inefficaces. Moi, je me rends compte que quand j'arrive à le mettre de côté et à me dire, voilà, maintenant je sais que ça ne va pas m'aider, donc je vais faire les choses les unes après les autres. Et c'est vraiment là, alors, avec quelques petits conseils, quelques petites applications, c'est ce qui me permet d'être le plus efficace, de faire baisser ce niveau de stress, et d'ailleurs après d'avoir ce sentiment d'efficacité personnelle dont parle Bandura, hein, et qui est extrêmement nourrissant, qui nourrit la motivation, et qui permet d'ailleurs de développer son énergie. La charge mentale, c'est vrai que c'est intéressant d'aborder la charge mentale aussi avec la gestion du temps, parce qu'on en parle beaucoup. Et je vais en parler un petit peu après, effectivement.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une accumulation d'informations, de choses à faire, d'une réactivité qui est attendue à tous les niveaux dans ce monde qui s'accélère avec les technologies, qui nous crée une charge mentale. Et il y a aussi toutes les personnes qui veulent nous donner leur charge mentale. Et là, ça va être important de mettre de la distance, de refuser aussi ça, que chacun prenne ses responsabilités et de mettre en place un certain nombre d'outils, de routines pour limiter cette charge mentale. Et alors si je viens sur le temps pour préparer une formation, ça j'en parle souvent dans mes formations de formateurs parce que j'aborde la formation en tant que formatrice indépendante. Quand je formais alors que j'étais salariée, c'était différent parce que honnêtement j'avais le temps que je voulais pour préparer ma formation, je n'étais pas contrôlée sur ça. Tandis que là j'ai la double casquette de formatrice et d'entrepreneur. Et donc du coup c'est pas du tout la même chose. Par rapport à ça, il y a l'obligation de faire des choix et de se restreindre. Moi, la méthode que j'utilise en conception pédagogique, elle est très orientée objectif. Elle utilise beaucoup la pédagogie active, ce qui me permet de gagner du temps dans ma préparation et en même temps de faire des formations qui sont plus dynamiques, plus actives, plus ludiques. Mais ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma conception, et c'est de manière générale comme ça que je travaille, je me mets un cadre. C'est-à-dire que, et ça rejoint totalement la gestion du temps, combien je décide d'accorder de temps à cette tâche-là. Et ça, c'est nécessaire aussi dans des rendez-vous clients, si c'est plus votre problématique. Surtout dans les réunions. Arrêtons les réunions de 2 heures où tout le monde... où en fait c'est un cercle vicieux de perte d'efficacité. Donc c'est se donner un cadre. On voit trop souvent le cadre comme un frein à la liberté ou un frein à la créativité. Moi je suis pour la créativité sous contrainte parce que je pense que ça stimule et je pense que le cadre est important pour optimiser son temps. Après, sur la formation, voilà, il y a des moments où, effectivement, on va avoir besoin de temps. Ça dépend si je démarre. Donc, voilà. Comment, au fur et à mesure, je peux réutiliser. Comment, des fois, je vais avoir besoin vraiment de prendre beaucoup plus de temps parce que je vais avoir besoin de faire des recherches, d'aller lire des livres, d'aller chercher des outils. Donc, il va y avoir un temps d'investissement. Et ça, on va le retrouver à tous les niveaux. Comme à un moment donné, je vais avoir besoin de temps pour m'outiller pour ma gestion du temps, me mettre le focus sur ça, parce que c'est un apprentissage, c'est un changement, et que j'ai besoin d'être suffisamment concentrée sur ça pour pouvoir changer en fait. Donc c'est aussi cette alternance de périodes, je parlais de phases tout à l'heure, des phases où j'apprends, des phases où j'intègre et je digère. Et souvent le problème c'est que sur la gestion du temps, parce que c'est un peu la gestion du temps de notre vie, c'est pas quand les stagiaires me demandent mais du coup c'est pour la gestion du temps professionnel ou personnel, on a une seule vie en fait. Donc qui a certaines contraintes, certaines choses qui sont limitées à la vie professionnelle, d'autres limitées à la vie personnelle, mais il y a aussi tout l'entre-deux. Et c'est comment je vais gérer cette globalité. Parce que la charge mentale, elle vient autant de votre côté professionnel que de votre côté personnel. Et elle affectera de la même manière votre efficacité côté personnel ou côté professionnel. Comme la gestion de vos émotions. Et c'est là l'idée de voir la gestion du temps avec le bien-être parce que forcément on gère avec les émotions. Quand on a... alors moi je me suis plus penchée sur le sujet parce que j'ai un côté émotionnel assez riche et intense, mais
de toute manière, c'est complètement humain. Si vous êtes extrêmement en colère, vous avez juste votre énergie qui est tournée vers cette colère et qui n'est pas disponible pour votre concentration. Donc c'est comment on gère l'ensemble. Donc j'étais partie sur les priorités, parce qu'aussi dans cette notion de changement, c'est sur quoi je décide de m'axer, quelles vont être mes priorités pour faire les choses petit à petit. Donc dans la métaphore des pierres, des cailloux et du sable, c'est un enseignant qui présente un vase rempli de grosses pierres. Il demande à ses étudiants, est-ce qu'on peut rajouter quelque chose? Les étudiants disent, on peut rajouter des plus petits cailloux. Donc ils glissent des plus petits cailloux. Est-ce qu'on peut rajouter encore quelque chose? Du sable, qu'on va rajouter, du sable qui va venir dans les petits interstices. Le vase est plein. Est-ce qu'on peut rajouter autre chose? On peut encore rajouter de l'eau. Par contre, si on commence par remplir de l'eau, au moindre grain de sable qu'on rajoute, l'eau va déborder. Donc le parallèle, c'est l'eau qui serait l'eau, le sable, qui sont toutes les petites choses à gérer du quotidien. Généralement, pas du tout intéressantes, pas du tout agréables à gérer. Et les grosses pierres sont vos gros projets de vie, les choses les plus importantes dans votre vie. Donc c'est là où vous allez exprimer vos valeurs, qui vous êtes, des choses qui vous nourrissent. C'est vraiment en mettant des grosses pierres dans votre agenda que vous avez la sensation de vous réaliser. Et ça, c'est une des premières clés que moi j'ai décidé d'appliquer. C'est-à-dire que dans son planning, dans son agenda même hebdomadaire, quelles sont les grosses pierres? Donc je vais parler de projets, mais ça peut être des priorités, ça peut être passer un temps de qualité avec mes enfants chaque semaine. Voilà, ça, c'est ce qui me nourrit. Donc c'est ce qui va venir en priorité dans mon agenda. Alors après, on va pouvoir regarder à quel moment je peux le faire pour que ça soit optimal. Et c'est que ensuite que viendront se mettre des choses, des projets un peu moins importants. Et les grains de sable qui vont s'intercaler entre tout. Donc les grains de sable, c'est... alors ça dépend pour tout... Enfin, là je vais donner des exemples qui sont pour moi, mais ça dépend de vos valeurs, de ce que vous aimez, de ce qui est important pour vous dans votre vie. Et il n'y a aucun jugement à avoir sur votre sable ou vos pierres ou quoi que ce soit. C'est qu'est-ce qui est important pour vous. Donc ça demande de prendre un petit peu de temps. Mais pour moi, les grains de sable, typiquement, ça serait faire les courses. Et donc faire les courses, comment je peux le positionner de manière optimale pour que ça me coûte pas trop et que ça soit vraiment un grain de sable entre des gros cailloux. Moi, ma manière de le faire, ça va être de le faire sur un trajet entre je rentre du travail ou avant d'aller à la salle de sport, je m'arrête juste le supermarché le plus proche pour faire mes courses, pour y passer le moins de temps. Parce que je sais que si, par exemple, je décide de faire ça un samedi, le temps, voilà, de se préparer le matin, d'aller faire ses courses, de rentrer, on va rentrer, ranger les affaires, j'aurais perdu ma matinée. Pour moi, en tout cas, ça sera vécu comme ça. J'aurais perdu ma matinée. Donc, essayez d'observer ça. Pour moi, la gestion du temps, elle va être efficace si vous observez. Parce qu'en fait, on n'a pas toujours conscience de ce qui ne fonctionne pas, de là où on passe beaucoup de temps. Donc, un des premiers exercices à mettre en place, c'est au cours de plusieurs journées, de noter un peu votre emploi du temps, comment ça s'est passé, ou ce que vous avez fait dans la journée. Peut-être combien de temps aussi vous avez mis à faire certaines choses. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que je mettais, par rapport à mes estimations,
Les estimations de temps, elles vont être essentielles pour pouvoir s'organiser. Et souvent d'ailleurs, des personnes qui ont la sensation de ne pas être organisées ou qui sont très souvent en retard, c'est peut-être parce qu'elles sont trop optimistes. Elles pensent faire trop rapidement quelque chose qui leur prend beaucoup plus de temps. Du coup, après, elles sont en retard, ça fait monter un niveau de stress et là, c'est pas le moment où on est le plus pertinent, efficace. Et donc, parfois, ça aide aussi d'être un peu pessimiste et de s'observer. Donc, je vais partir sur une idée. Combien de temps je dois mettre pour faire telle tâche? Donc, par exemple, pour préparer une formation, pour préparer le repas. Et combien de temps je mets au réel? Moi, ce que je me suis aperçue, c'est que si je suis bien concentrée, si je suis bien efficace, je mets moins de temps que je pensais pour des tâches intellectuelles, typiquement préparer une formation, rédiger une proposition, rédiger un article. Et par contre, je mets souvent plus de temps pour toutes les petites choses, les petits grains de sable, répondre à un dossier administratif, faire un courrier, faire de l'administratif en général, parce que j'ai l'impression que c'est pas grand-chose, donc ça peut être fait vite fait, donc je vais me dire en 10 minutes c'est fait, sauf que là, le moindre grain de sable supplémentaire, l'imprimante qui marche pas, le site où vous avez perdu le code, le site en maintenance, le pôle emploi ou l'URSSAF qui ne répond pas, et ça vous double ou triple le temps. Et en plus, c'est quelque chose que personnellement je n'aime pas trop faire, donc ça va m'énerver parce que je vais me dire il faut que j'y consacre plus de temps, ça se passe pas comme prévu, et donc généralement ça se fait, hein, c'est Murphy dans ce cas-là, ça se fait en chaîne, l'imprimante ne répond plus, il n'y a plus d'internet, etc. Donc quand j'ai réalisé ça, maintenant j'essaye de prévoir par rapport à mon estimation de base un peu plus de temps pour tout ce qui est logistique, administratif, les courses, un déplacement, etc. Et de me dire par contre, je mettrai certainement moins de temps pour la conception de formation. Avant, j'avais besoin de me bloquer un temps long. Et maintenant, j'essaye surtout de me bloquer un temps où je serai pleinement dans la meilleure énergie. Et donc ça, c'est une question que je vais vous poser. Donc vous pouvez déjà répondre en commentaire si vous en avez conscience. C'est à quel moment vous avez le plus d'énergie et voir quelles conditions faut-il pour que vous ayez cette énergie qui va vous permettre d'être efficace. Et alors, qu'est-ce qui nous permet d'être efficace? Généralement, c'est d'être quand même assez reposé, qui va nous permettre d'être concentré, pas trop stressé, donc de pouvoir avoir ce côté focus. Donc, la première question, c'est à quel moment de la journée vous vous sentez le plus efficace. Moi, je me suis bien rendu compte que c'était essentiellement le matin. C'est pas tellement une question d'heure, mais c'est quand même souvent aux alentours de 8 heures ou un peu avant. Et surtout, c'est de me mettre directement au travail. Donc d'être dans cette énergie directe. Donc je sais pas, quand je fais le sondage dans mes formations, c'est souvent le matin, à la réunion en tout cas. Et ça peut être aussi, mais là c'est beaucoup plus aléatoire chez moi, en fin de journée. Moi ça peut être en fin de journée si je décide de pas faire de sport, de pas sortir, mais ça va pas être tout à fait la même énergie. Ça va être une énergie un petit peu plus posée, où je vais pouvoir faire des choses un peu différentes. Donc déjà, identifier ça. Ah oui, entre 10h et 15h, si je ne m'arrête pas pour le déjeuner. Oui, ça m'est déjà arrivé aussi, cette tranche-là. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant à identifier. Par contre, c'est vrai que quand on n'est pas entrepreneur, ça peut être compliqué. Moi, je le faisais à l'université des fois quand j'avais besoin d'avancer.
Mais sauf qu'à 15h, dans ce cas-là, il aurait fallu que j'arrête de travailler. Donc, je sais pas si c'est possible pour vous. Directement au travail le matin, ok. Et ensuite, c'est qu'est-ce qui, dans les conditions, vont vous aider aussi. Euh, Moi, je rigole souvent en me disant, je travaille beaucoup mieux en pyjama. Et c'est dans cette idée de, euh, voilà, je suis prête à travailler et j'y vais directement. Donc, ça peut être ça, mais moi, je vais très bien travailler chez moi. Donc, voilà, ben, je vais pas dans un bureau en pyjama. Donc, voilà, ça va être chez moi en pyjama. Ça va m'aider. Et j'aime bien avoir de la musique. Ça dépend de ce que je fais. Donc ça fait partie des conditions. Quelles conditions j'ai besoin? Et j'ai besoin aussi d'avoir passé une bonne nuit, donc d'être suffisamment reposée. Je commence à me mettre un petit peu, comme dire, des petits drapeaux sur de quoi j'ai besoin. Alors, vous allez me dire, peut-être, on ne décide pas de bien dormir, et des fois, on n'arrive pas à bien dormir, c'est vrai. Et en même temps, il y a aussi une part de conditionnement. Moi, ça m'est arrivé d'avoir besoin à des moments vraiment d'être efficace sur une journée parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Et donc, je me suis programmée quelque part intérieurement pour dire mercredi, il faut que je sois efficace. Donc, ben, je vais faire attention à ce que je peux mettre en place pour bien dormir la veille. Ça m'est arrivé quand même de ne pas bien dormir. Et là, de me dire, j'ai besoin d'être bien concentrée, bien énergisée. Donc, je suis allée marcher, faire un tour, 10 minutes dehors, marcher pour me réveiller. Et ça peut fonctionner. Donc ensuite, qu'est-ce que je mets en place dans mon environnement de travail? Quel est le lieu dans lequel je travaille le mieux? Est-ce qu'il me faut de la musique ou au contraire du calme? Pour moi, ce qui serait difficile, pour moi, ce qui est un frein à l'efficacité, c'est l'interruption. Donc voilà, comment vous pouvez ne pas être interrompu, soit par des personnes, par des collègues. Et ça, moi, je ne crois pas du tout, même pour les managers, au fait d'avoir sa porte ouverte tout le temps. Pour moi, ça, c'est un frein à l'efficacité et c'est surtout un super générateur de conflits. Parce que si des personnes viennent vous voir, que vous n'êtes pas disponible, elles vont le sentir et sur des sujets délicats, voilà, vous n'êtes pas disponible pour la communication, ça crée des conflits. Et le fait de vouloir toujours être dans cette instantanéité fait vraiment perdre du temps. On pense qu'on va en gagner, mais non, on en perd parce que à partir du moment où vous aurez créé des tensions, des conflits, il faudra bien prendre, ça aura un impact sur les projets et sur l'efficacité. Donc le calme, la solitude, une musique. euh, et effectivement, par quoi je commence? Des fois, c'est beaucoup plus pour moi aussi d'évacuer toutes les petites tâches avant de me mettre à ce qui me demande le plus de concentration. Par contre, la difficulté, si on est entrepreneur, qu'on travaille chez soi et qu'on a une maison, dans une maison, il y a toujours des choses à faire. Donc il ne faut pas que ça devienne aussi un sujet de procrastination et de pouvoir aussi se mettre dans une bulle. Voilà. J'avoue que moi, j'ai pas ce problème-là. Ça peut être le bordel chez moi si mon objectif professionnel sera la priorité. Mais voilà, voir qu'est-ce qui peut me bloquer et du coup, quelle solution je peux trouver à ça. Euh, Et là, des choses un peu plus fines à ressentir. Moi, je me suis rendu compte, donc c'est toujours au niveau de l'interruption. Si je dois partir à un endroit, même si c'est plutôt en fin de matinée, ça a tendance à me bloquer en termes de créativité, en termes de disponibilité. Euh, donc j'évite au maximum de couper mes demi-journées, voire mes journées. C'est-à-dire que des fois, pour certaines choses, je sais que je vais être plus efficace d'être pleinement dedans. Et donc j'ai décidé de ne faire
enfin, je dis aucun, je peux m'adapter en fonction de la difficulté, mais j'ai décidé maintenant, enfin depuis plusieurs années, je pose mes disponibilités. Si ça pose un problème, on rediscute et on peut s'adapter. Mais plutôt que de chercher toujours à m'adapter, à accepter, donc moi je ne fais plus de rendez-vous clients ou administratifs le matin. Je garde cette énergie du matin pour vraiment travailler sur du contenu ou alors faire beaucoup d'administratifs mais vraiment avancer. Et si voilà, j'ai des demandes spécifiques ou on n'arrive pas à trouver d'autres créneaux, à la limite, je vais préférer dans ce cas-là faire une journée de rendez-vous, enchaîner beaucoup de rendez-vous, mais éviter de couper mes journées de travail à la maison. Et ça, c'est pas toujours compris. Parce que j'ai aussi des personnes dans mon entourage qui me disent si t'es pas en formation, du coup t'es disponible. Ah ben non, parce qu'en fait il faut que je gère tout ce que j'ai à faire, donc la préparation de formation, la communication, l'administratif, et que si je commence à mettre un rendez-vous par-ci, mais même un déjeuner, une course, un rendez-vous chez le kiné, j'aurais fait moitié moins de travail. Donc ça demande aussi une certaine autodiscipline. Et pour rebondir encore sur cette autodiscipline, une des clés qui me semble essentielle, et en fait, j'ai beau le répéter à chaque formation, je ne le fais pas non plus constamment, parce que ce que je veux vous montrer, c'est qu'il faut voir à quel moment j'ai besoin de ces outils. Parce que l'autodiscipline, d'ailleurs, on ne peut pas l'utiliser tous les jours, parce que sinon on va être dans un contrôle très très fort. Ça va avoir d'autres problèmes. On a besoin aussi de trouver cet équilibre entre autodiscipline et lâcher prise. C'est pour gérer les interruptions avec le téléphone. Si je veux être efficace, pour moi, c'est vraiment une des clés, c'est de couper le téléphone. De couper le téléphone, de couper les mails. Vous êtes interrompu. Alors c'est grandissant, donc j'ai pas les chiffres, mais on était interrompu, je crois, toutes les 11 minutes il y a déjà quelques années. Je pense que ça peut être encore beaucoup plus. Et ces messages, ces mails deviennent comme la plus grosse priorité. Et dans le travail, c'est la priorité de quelqu'un qu'il vous envoie. Et c'est comme si ça devenait la vôtre. Sauf qu'en fait, une priorité, elle doit être recalculée dans votre to-do list. Bon, ça serait un gros sujet en plus à aborder, la priorisation. Mais ça fera soit l'objet d'un autre live, soit pour ceux qui veulent se former, c'est vraiment un sujet que je travaille parce que c'est important. Mais donc, pour faire une petite synthèse des idées déjà amenées, c'est de dire, quand je veux être efficace, pour moi, je me mets au travail le matin, enfin le moment où j'ai le plus d'énergie. Je me suis préparée mentalement à cette journée-là. Je vais me mettre tout ce qu'il faut, donc de créer les bonnes conditions pour être bien, pour travailler. Je vais couper mon téléphone. Et donc, je vais vraiment profiter de ce temps-là. Et souvent, quand je fais ça, je suis toujours ébahie de tout ce que j'ai pu faire en 2 heures, 2 heures et demie. Par rapport à la charge mentale dont on parlait et au stress que ça génère, vraiment la dernière fois, j'étais vraiment dans cette optique de j'ai fait la liste de tout, ça ne rentrera pas dans la journée, c'est pas possible. Donc, je fais la liste de tout, je regarde ce qui est vraiment urgent, ce qui peut attendre. Et après, je laisse de côté ce stress d'y arriver ou pas, et je me dis, voilà, là, je crée toutes les conditions, je coupe tout, je me mets au travail, et je suis concentrée, et j'avance. Et je garde en tête que le perfectionnisme n'est ni efficace et ne rend pas heureux. J'essaye de le garder un petit peu en tête là. Parce que ça aussi c'est important.
quand je sens un peu de relâche, alors moi généralement, voilà, c'est vers 10h, 10h30, je me force aussi à faire une pause parce que ça va être une clé de l'efficacité. C'est-à-dire que si je veux avancer coûte que coûte, et c'est là où la gestion du temps rejoint le bien-être et que l'un peut apporter à l'autre et inversement, je vais avoir besoin de me ressourcer. Et donc, quelque part, quand je suis pris en fait dans cette machine aussi de productivité, je pourrais ne pas avoir envie d'arrêter parce que c'est très stimulant. Mais ça ne va pas du tout, ça ne va pas être continu. Donc je vais avoir besoin de faire ces pauses-là si je veux reprendre un souffle et continuer. Et oui, non, le perfectionnisme, non, non, c'est pas. Par contre, il faut trouver le juste équilibre. Et c'est pas forcément facile. Il sera différent pour chacun. Moi, je trouve que c'est beaucoup l'échange avec différentes personnes qui permettent de voir là où je peux lâcher prise, là où c'est du détail ou là où c'est un détail qui a son importance et de fonctionner par essai-erreur à ce niveau-là. Euh, je regarde un petit peu mes notes. Bon, j'avais prévu un petit peu trop de choses pour aujourd'hui. Voilà, moi dans la gestion du temps, c'est aussi ça. Je sais que naturellement, je vais prévoir trop de choses. Donc essayez de vous observer. Est-ce que vous pouvez au contraire vous pousser un peu plus et rajouter des choses pour vous presser un petit peu plus et passer à l'action? Ou est-ce qu'au contraire, il vous faut plutôt enlever des choses? Euh, et, et alors, ce que tu dis, Maniba, sur les pauses, c'est hyper important et de voir comment vous faites vos pauses. Et ça aussi, on peut se servir de la pleine conscience, d'avoir un temps. Parce qu'en fait, ceux qui fument, ben, font leur pause cigarette. Mais alors, bon, moi, je bois du café, mais c'est pas tellement finalement que ce soit cigarette ou café ou rien du tout. Ça serait surtout quand vous sentez que vous avez une charge mentale importante, de faire une pause sans rien faire. En buvant votre café en pleine conscience ou même en fumant votre cigarette en pleine conscience, en respirant juste, en regardant le ciel, en regardant la nature, en caressant votre chat pour ceux qui en ont. Ça c'est voilà, c'est vraiment de mettre au repos. On est un peu trop stimulé. Et dans cette optimisation aussi, c'est tout à fait ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est pas toujours optimal de passer toute la journée sur un projet, sur la préparation d'une formation, sur le fait d'apprendre quelque chose. D'avoir des temps où je vais être bien efficace, ça peut être 2-3 heures, de passer tout à fait à autre chose, voire sur plusieurs jours, et d'y revenir. Parce qu'il y a des choses, vous allez y penser dans la douche, en voiture, etc. Des choses qui vont décanter. Et même en termes de gestion d'entreprise, ça va vous permettre de prendre du recul, peut-être d'en parler à d'autres personnes et de faire des choix plus pertinents. Donc ça aussi, ces pauses-là sont vraiment importantes. Ensuite, on parle bien sûr, moi avec devenir capitaine de son navire, c'est vraiment pour moi super important le fait de définir des objectifs. Donc on parle d'objectifs SMART. Moi j'utilise beaucoup la PNL en accompagnement pour aller sur de la visualisation, des techniques de coaching pour définir son objectif et le visualiser atteint et faire en sorte qu'il rentre dans son agenda. Donc vraiment accompagner cette mise en œuvre pour la réussite. Et donc là, le suivi est hyper important. C'est ce que je mets en place maintenant avec toutes mes formations en fait. Parce que vous ne pouvez pas sortir de la formation. Le problème c'est, ok, on a travaillé des choses, mais il faut continuer à travailler et surtout à le mettre en pratique. Et je vais être rattrapée par la vie, le boulot, etc. Je vais m'éloigner, je vais oublier. Et donc c'est bien d'avoir des petits messages de rappel. Donc, définition des objectifs hyper importante,
suivi des objectifs hyper importants, mais et ces techniques-là fonctionnent vraiment, mais on ne peut pas avoir 50 objectifs. C'est-à-dire que là, on reboucle par rapport au début. Votre temps est limité, votre énergie est limitée, et en fait, le fait d'avoir trop d'objectifs va disperser votre focus, votre concentration. Donc je pense que voilà, il faut voir comment je positionne mes objectifs, quelle taille ils ont et quelle énergie ils me demandent pour pouvoir les échelonner. C'est-à-dire peut-être pendant un mois, je me situe sur ça et puis après, je vais rajouter d'autres choses. Parce qu'en fait, là, si je suis trop optimiste à me fixer trop de choses, je vais aller vers l'échec, ce qui va faire diminuer ma motivation et qui va, au fur et à mesure des fois où je n'ai pas réussi à me remettre au sport, à mieux gérer mon temps, à mieux gérer le ménage, les courses, les enfants, je vais perdre la... Je vais me créer une croyance qui fait que je n'y arriverai jamais. Donc, c'est pas tellement que l'échec, entre guillemets, c'est-à-dire je n'ai pas atteint mon objectif pose problème, parce que c'est peut-être pas le moment, le bon objectif, les bons outils, mais c'est que par contre, la multiplicité de ces échecs va créer une croyance qui sera le plus gros frein. Tout à l'heure, je répondais à un commentaire d'une personne qui disait je suis une cause perdue pour la gestion du temps. Et en fait, je croyais l'être par rapport à l'administratif. Et quand j'ai vraiment décidé d'appliquer toutes ces méthodes de coaching en me disant il faut que j'apprenne à gérer mon administratif pour lancer ma boîte, j'ai vraiment consacré de l'énergie et ça a fonctionné. Et c'est une de mes plus belles réussites avec le permis. Voilà. C'est pas tellement mes diplômes parce que pour moi, ça, c'était plus difficile. Et par contre, réussir quelque chose qui est difficile, ça accroît la confiance en soi et l'estime de soi. Et du coup, c'est un très très bon moteur pour atteindre ses futurs objectifs. Et aujourd'hui, j'ai appris une très bonne nouvelle d'une personne que j'ai accompagnée pour passer un concours, un oral. C'était la 4e fois qu'il passait ce concours. Il a fait preuve d'énormément de persévérance. Il s'est ouvert à tout ce que je pouvais lui proposer pour présenter, pour répondre aux questions, pour gérer son stress. Il s'est énormément remis en question. Il a beaucoup travaillé et il a réussi. Et je crois que ça, c'est vraiment des moments qui, pour moi, sont hyper importants. Et parce que je sais ce que ça peut développer en potentiel. C'est-à-dire, il y a des réussites qui sont marquantes pour imaginer tout ce qu'on peut changer dans sa vie. Le temps est passé extrêmement vite. N'hésitez pas à me dire encore quels sont vos besoins par rapport à la gestion du temps. J'ai pas assez abordé à mon goût le bien-être parce que pour moi, tout ce que vous allez gérer sur vos émotions, et là je peux vous renvoyer au live sur l'intelligence émotionnelle et sur la gestion de votre stress, vont vous aider à mieux appliquer, c'est comme une hygiène de vie globale. Donc même si vous n'avez pas beaucoup de temps, moi je vous conseille, pour moi, au moins dans les cailloux, voire dans les grosses pierres, c'est des petits temps pour se ressourcer. La pleine conscience, c'est pas forcément de la méditation. Ça peut être marcher en pleine conscience. Ça peut être caresser votre chat en pleine conscience. Ça peut être simplement 10 minutes de méditation guidée. Mais ça, plus vous le faites, plus vous allez muscler cette capacité-là et vous saurez aussi mieux gérer votre stress et vos besoins. Le sport. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai déplacé le live. Pour moi, c'est hyper important. Et donc, ça doit faire partie des priorités. En tout cas, c'est les choses qui vont vous ressourcer, qui vont vous permettre d'être bien et qui vous permettront d'être efficace. Pour moi, je ne négocie plus sur le sport et j'ai jamais négocié sur le sommeil aussi. En fait, si vous ne dormez pas,
vous allez moins bien gérer vos émotions, donc votre stress, vous serez beaucoup moins concentré, beaucoup moins pertinent. Donc on pense, il faut sortir de j'ai pas le choix, de c'est j'ai le choix, quelles sont mes priorités et comment je décide de m'organiser différemment. Et au moins, et surtout de passer par l'expérimentation. J'expérimente des outils, j'expérimente aussi le fait de pouvoir couper mon téléphone à des moments, de travailler plus aux moments qui sont importants pour moi, de dire aussi que je ne suis pas disponible pendant une période. Et, euh, et alors un dernier tips pour moi, ça a été, je me rendais compte que je retombais dans mes mauvais schémas régulièrement et que je me ressentais débordée souvent entre deux périodes de vacances. Et donc je m'étais fixé un rendez-vous avec moi-même, c'était le dimanche soir, parce que ça c'était quelque chose d'assez stable. Alors peut-être que je n'allais pas l'avoir toutes les semaines, mais j'ai choisi le moment qui serait assez calme, assez propice pour préparer ma semaine d'après, pour voir comment je peux caler mes moments de sport, comment je peux m'organiser au mieux avec ce qu'il y a à faire. Et ça, moi, j'utilise beaucoup une méthode de gestion du temps qui s'appelle GTD, que j'aborde en formation avec des adaptations, mais qui me permet cette optimisation pour donner plus de temps et de qualité à ce qui est important. Et ça fait déjà 1 heure. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre donc sur le sujet de la gestion du temps et du bien-être? Je peux faire des conférences sur ce sujet-là, notamment en entreprise, si ça vous intéresse. J'ai aussi une formation qui aura lieu en octobre. Je vais regarder les dates. 6, 7 et 20 octobre. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, de connaître les outils, de mettre en pratique les outils de gestion du temps, d'organisation, d'utiliser le numérique dans ce qu'il a de bon pour nous faciliter la vie, de définir ses objectifs et d'avoir un suivi pour la mise en pratique. Donc c'est pour ça déjà qu'il y a une date qui est un peu plus tard, le 20 octobre, et à la fin de cette formation, il y aura encore un suivi avec des mails de relance sur 6 mois pour voir comment vous intégrez tout ça. Et c'est aussi des thématiques que je peux aborder en coaching individuel parce que parfois c'est peut-être plus adapté, ça peut être plus souple et plus rapide aussi quelque part. Ça dépend de là où vous en êtes et de vos objectifs par rapport à ce sujet-là. Et dans ce cas-là, je propose du coaching en visio, à distance. Donc on va faire d'abord un état des lieux. Il y a une séance qui est dédiée à cet état des lieux de votre gestion du temps, de ce que vous mettez en place déjà, de quelles sont vos problématiques spécifiques. Je peux vous faire passer différents tests un peu pour voir un peu plus votre profil. Et ensuite, on met en œuvre des exercices. Dans ce cas-là, vous me contactez par mail ou sur les réseaux pour voir votre besoin. Et la séance de coaching est à 50 € de l'heure. Voilà. Je crois que c'était tout à peu près pour ce sujet-là. Donc, il y aurait encore beaucoup de choses à vous partager, mais je referai peut-être un live sur cette thématique. N'hésitez pas à me parler de vos besoins, de vos difficultés. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.